Antenna, votre radio. Aujourd'hui, l'émission est dédiée à tous les combattants du feu, bénévoles, professionnels de France et de partout d'ailleurs. Fréquence interdite, l'émission. Bonjour, soyez les bienvenus sur l'antenne, c'est HL au micro. Et aujourd'hui, on se retrouve pour Fréquence interdite, l'émission qui aujourd'hui va être très brûlante. Alors attention, sortez les extincteurs, ça va le faire. On va donc aborder différents aspects du feu, des incendies et tout ça dans l'inexpliqué, bien sûr. Vous allez retrouver la minute du professeur, des étranges histoires et bien d'autres choses encore. C'est parti, il va faire très très chaud. Alors restez en fréquence pour la suite. Bon d'accord, ça suffit. Fréquence interdite, l'émission. Maintenant, vous allez prendre connaissance d'une affaire qui s'est déroulée dans les années 80 aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les années 80, un incendie fait rage dans un entrepôt du centre-ville. Un incendie fait rage dans un entrepôt fabrique de tissus installé dans une bâtisse sur plusieurs niveaux, s'étendant sur tout un pâté de maisons. Ces entrepôts sont placés en pleine ville. De nos jours, ils sont tous pratiquement devenus des lofts d'habitation, à l'instar des grands lofts new-yorkais. Plusieurs casernes de pompiers sont venus porter main forte à la caserne locale et une myriade de véhicules et de matériel de lutte contre l'incendie est déployée. La police a instauré un périmètre de sécurité sur plus de 250 mètres. Badauds curieux et passants se retrouvent ainsi bloqués derrière cette ligne. Les pompiers en pleine action sont confiants. Ils sont très habitués à ce genre d'incendie et pensent venir à bout du sinistre très rapidement. Toutes les lances à incendie sont en action. Les badauds sont impressionnés par le professionnalisme déployé par les combattants du feu. Chaque angle, chaque fenêtre, chaque niveau est arrosé à grande ampleur. Les chefs de caserne sont unanimes. D'ici 1 heure ou 2, l'incendie ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Enfin, logiquement. C'est alors en une fraction de seconde qu'une formidable explosion réduit tout le pâté de maison en miettes. Le souffle est tel que boutiques, fenêtres et appartements sont soufflés dans un périmètre de 200 mètres. Les engins des pompiers, les voitures de police et quelques badauds sont irrémédiablement pulvérisés. En une fraction de seconde, le quartier est devenu complètement silencieux, à part quelques sirènes d'alarme qui se font entendre au loin. Incompréhensible. À l'emplacement de l'entrepôt, il n'y a strictement plus rien. Les immeubles adjacents sont soit recouverts d'une couche de poussière importante, soit privés de leurs fenêtres soufflées par la déflagration. Il faudra plusieurs semaines aux enquêteurs incendies pour trouver des indices probants qui vont les faire avancer petit à petit dans cette enquête. Dans les débris, les scientifiques vont relever des traces de particules d'hydrogène. Ils avancent alors que l'eau des lances à incendie des pompiers s'est séparée en hydrogène et en oxygène à cause de la puissance du feu et donc de la température très élevée. Le craquage de l'eau est un procédé permettant l'obtention d'hydrogène et d'oxygène en dissociant par la chaleur les atomes composant la molécule d'eau, H2O. C'est une réaction thermochimique commençant à haute température entre 850 et 900 degrés Celsius pour devenir complète vers 2500 degrés. Seulement l'enquête menée par les spécialistes incendies ainsi que par les pompiers révélera que le feu n'a jamais dépassé les 800 degrés. À partir de ce moment-là, l'enquête est à refaire entièrement du début. Qu'est-ce qui a bien pu détruire cet entrepôt qui ne contenait que du tissu ? Les enquêteurs restent persuadés encore depuis tant d'années que quelque chose entreposé à l'intérieur du dépôt fut à l'origine de ce désastre. Le rapport parlera alors d'une simple explosion d'un entrepôt industriel, vu l'incapacité des enquêteurs à en trouver la véritable raison. À part si la vérité ne pouvait être divulguée au public, c'est à vous de voir. Nous tenons à remercier les témoins, Les sources presse. ainsi que les enquêteurs.
Réalisation, Effector Studio. Et ici maintenant, on allait prendre l'avis du professeur. C'est la minute du professeur. La minute du professeur. La science s'invite chez vous. Quel est le comble de la science? Je vous le donne en mille. Un cheval vapeur qui mange des racines carrées dans un champ magnétique. Excellent celui-là. Aujourd'hui, on se retrouve pour la minute du professeur avec le professeur Yaris, anthropologue, qui va vous dire quelques mots sur la maîtrise du feu par l'être humain. Donc, professeur, c'est à vous. Fréquence interdite. Alors pour la question relative donc à la maîtrise du feu, donc la découverte du contrôle du feu a été certainement l'une des plus grandes inventions technologiques de l'histoire humaine. La maîtrise du feu permet d'éloigner donc pour l'homme par exemple, il permet d'éloigner les carnivores pour se défendre. Pour faciliter le travail de nombreux matériaux, le bois végétal, les roches siliceuses, etc. Mais c'est surtout pour se chauffer. Il rend aussi possible la cuisson de la viande, ce qui contribue à éliminer de nombreux parasites et microbes, et mieux à conserver cet aliment qu'est la viande. Oui, et la cuisson de la viande va permettre aussi une meilleure digestion de celle-ci et permettre un apport de protéines beaucoup plus important qu'avant et permettre le développement du cerveau de l'être humain. Voilà. Donc le rôle social du feu n'est certainement pas négligeable et qui permet justement la cohésion, par exemple dans une maison, dans un foyer. Donc le feu, il entretient justement la chaleur dans le foyer. Mais sauf que malheureusement, il est très difficile, selon nos anthropologues, d'établir avec certitude quand la maîtrise du feu donc fut acquise. Pour les périodes anciennes, paraît-il, les anthropologues qui ont étudié cet aspect du contrôle du feu, la maîtrise, en principe, selon eux, elle se situe probablement 450 000 ans. En Europe, par exemple, des foyers ont été notamment éclairés et identifiés, paraît-il, dans une petite contrée à Nice, dans un petit village qui s'appelle Terra Amata. Il y a eu des foyers donc de feu qui ont été découverts il y a 350 000 ans. Toujours en Europe, du côté de l'Autriche aussi, il y a eu des traces de feu entre 450 000 ans et 250 000 ans. Donc voilà ce que je peux dire sur la maîtrise du feu. Voilà mes amis. Merci. Voilà, à bientôt. Au revoir. À bientôt et merci encore. Oui, merci Yaris. Restez en fréquence pour la suite. Nous allons maintenant aborder un phénomène toujours inexpliqué qui laisse spécialistes et scientifiques sur le carreau. Je veux parler de la combustion humaine spontanée. Juste pour vous prévenir que toutes ces histoires sont très très sensibles, voire macabres, je vous conseille d'éloigner les enfants de moins de 10 ans. La combustion spontanée. On ignore encore quelles sont les causes de ce phénomène. On parle de combustion spontanée lorsque des êtres humains brûlent sans aucune raison apparente. C'est le plus mystérieux des phénomènes provoqués par le feu. C'est un des sujets du paranormal pour lequel il y a un grand nombre de photos et d'expertises, les cas étant toujours suivis d'enquêtes policières, la mort n'étant pas vraiment de cause naturelle. Les combustions spontanées présentent des constantes, la victime semble ne pas avoir conscience de ce qui lui arrive, la chaleur dégagée est très intense, le feu ne s'étend pas en dehors de la personne,
des victimes ont été carbonisées dans leurs vêtements, restaient presque intacts, et aucun lieu ne semble offrir de protection, y compris les espaces découverts, ainsi que les navires, et toute autre sorte de véhicules. Pour la plupart des scientifiques, ces morts s'expliqueraient par l'embrasement d'un vêtement par une cigarette, ou que la victime se soit trop approchée du feu. Un des cas célèbres fut celui du Dr John Irving Bentley, retrouvé partiellement carbonisé, avec sa poussette d'infirme, dans les toilettes de sa maison en 1966. Ce qui est contradictoire, c'est que même dans les crématoriums, le corps humain n'est jamais entièrement détruit. Il reste toujours des morceaux d'os plus ou moins grands, qui ont résisté à la chaleur, même en utilisant de nouvelles turbines bien plus puissantes, installées après la vive polémique sur la crémation, après toutes ces étranges révélations. Les gens se posent alors une question. Que contient l'urne funéraire après une heure de crémation? La réponse fut alors sans appel, des cendres de bois. Maintenant, l'urne est récupérée normalement le lendemain matin. Alors qu'après une combustion spontanée, il ne reste plus grand-chose en un rien de temps. Un témoignage précis parle d'une dizaine de minutes. 2 jeunes femmes passent la soirée ensemble. Soudain l'une d'entre elles commence à se plaindre de maux de ventre. Très rapidement, son ventre devient très chaud. Sa camarade part rapidement prévenir le médecin qui habite à une maison de là. Le temps de passer une veste et de prendre sa sacoche, il s'écoulera à peine 10 minutes pour que le docteur se retrouve au chevet de la malade. Horreur et stupéfaction. La jeune femme gît nue sur son lit. La partie du bas de son abdomen jusqu'en haut de ses cuisses complètement carbonisée. Là aussi dans ce cas, juste le drap sous cet endroit du corps est brûlé. La combustion spontanée reste un mystère. Et les tentatives d'explication sont nombreuses de la part des scientifiques et enquêteurs de la police. Plusieurs hypothèses sont alors envisagées. Un court-circuit des champs électriques du corps humain, une réaction atomique en chaîne, qui produirait une chaleur interne phénoménale, un cocktail de substances chimiques, qui se formerait dans l'estomac, ou encore un syndrome mortel de l'esprit sur la matière, qui se produirait sous un état d'esprit négatif. Physiologiquement, cela se traduirait par l'accumulation dans les tissus, de phosphagènes, dont la vitamine B10, qui dans certains cas, peut rendre ces derniers très inflammables. La combustion serait alors déclenchée par des orages magnétiques, ou d'autres phénomènes électriques. Étranges histoires brûlantes. Un autre cas inexpliqué, aux alentours des années 60, la police américaine rapporte une affaire très étrange. Une femme est retrouvée morte sur son lit, allongée sur le ventre, entièrement nue, la partie du bas de ses reins jusqu'au haut de ses cuisses complètement carbonisée. Seul le drap sous cet endroit est brûlé. Les enquêteurs qui ne trouvent aucune raison logique à cet effet vont établir un rapport qui confirme que cette femme fumait une cigarette en dormant et que ceci serait la cause de cette crémation. Le fait est, un cendrier est posé au sol avec une cigarette à demi consumée. Même si les enquêteurs du FBI et de la police ne croient pas du tout à cette version, ils le mentionnèrent quand même dans leur rapport. L'inspecteur de police à la retraite, John Emmer, est l'un des enquêteurs, parmi les plus sérieux sur les phénomènes de combustion vive. Il est arrivé à la conclusion que la chaleur intense provoquant la combustion spontanée, proviendrait d'une flamme alimentée par du gaz, surgissante de l'intérieur du corps. C'est, selon lui, l'unique explication plausible, qui autoriserait de telles températures élevées, dans certaines zones du corps. Certains des indices qui l'ont amené à cette conclusion, lui ont été apportés lors du récit d'une affaire survenue le 19 septembre 1967. Ce jour-là, un pompier atteignit le lieu d'un accident, à temps pour voir une flamme bleue s'échappant encore d'une blessure au niveau de l'abdomen de la victime. On peut supposer que l'homme était bien vivant lorsqu'il a commencé à brûler,
car il avait mordu fortement le montant de bois de la rampe d'escalier, où il était tombé. Bien que cette théorie soit éligible, on ignore encore et toujours quelles sont les causes d'un tel phénomène. D'après Maurice Locke, le corps humain, d'une manière naturelle et quotidiennement, sécrète et expulse du gaz par tous les pores et orifices. Chez certaines personnes, les pores se bouchent, d'où une accumulation de gaz qui se fait à l'intérieur du corps. Il suffit d'une simple étincelle et ce gaz s'enflamme. Cette étincelle elle-même a lieu au niveau interne, provoquée par les pulsations cardiaques et frictions de particules qui mettent le feu aux poudres. En général, la partie inférieure au genou n'est pas touchée par la combustion, les mollets et les pieds ne contenant pas de gaz pour alimenter celle-ci. Dès que la combustion ne trouve plus de gaz à sa disposition, le processus s'arrête. Les cas les plus brûlants. Le premier cas recensé de combustion humaine spontanée, autrefois appelée autocombustion humaine, eut lieu en Italie, dans les environs de Vérone. Au soir du 4 avril 1731, la comtesse Cornelia Bandi, 62 ans, dîne tranquillement en compagnie du chanoine Bianchini, puis part se coucher. Le lendemain matin, les domestiques qui pénètrent dans sa chambre sont saisis de stupeur. Le plancher de la chambre, précise la gazette locale, était parsemé de grosses taches d'apparence humide et gluante, tandis qu'un liquide gras jaunâtre et écœurant coulait le long de la fenêtre, emplissant la pièce d'une odeur répugnante. La camériste remarque qu'une fine couche de suie recouvre les meubles. Quant à la comtesse Bandi, elle gisait près de son lit, ou plutôt ce qui restait d'elle, un petit tas de cendres, ses 2 jambes et un morceau de sa boîte crânienne, réduit par la force de la combustion. Les autorités et le médecin légiste sont perplexes. Le magistrat se contentera de noter dans son rapport, un feu mystérieux semble s'être allumé spontanément dans la poitrine de la comtesse. Et l'on se résoudra à classer le dossier pour toujours. En France, un homme vient rendre visite à un vieux monsieur qu'il connaît bien. Il tape à la porte de son pavillon, personne ne répond. Il regarde par la fenêtre et il voit la personne assise à sa table avec un verre de vin posé sur celle-ci. Il tape plusieurs fois à la porte, la personne ne bouge pas. Il décide d'entrer et se dirige vers la personne. Quand il arrive près du retraité, il s'aperçoit que ses sourcils ont brûlé et que sa peau est rougie, comme s'il avait été exposé à une chaleur vive pendant un court instant. La personne est décédée. Étranges histoires. À Caen, en France, le 3 juin 1782, une vieille demoiselle disparaît en fumée. Merrill, le chirurgien chargé d'examiner l'affaire, écrit « Le sommet de la tête reposait sur un déchaîné, à 45 cm du feu. Le reste du corps gisait de travers, en face de la cheminée, et n'était plus qu'une masse de cendres. Même les os les plus solides avaient perdu leur forme et leur consistance. On retrouva le pied droit entier, mais roussi. Bien que ce fût une journée froide, il n'y avait dans le foyer que 2 ou 3 morceaux de bois brûlés. Honnêtement, il ajoute, que dans la journée qui a précédé la disparition de Mademoiselle Tosse, des témoins ont vu celle-ci absorber plusieurs litres de vin et 1 litre de cognac. Un tel exemple a incité un médecin légiste américain, le Dr Dixon Mann, à émettre l'hypothèse selon laquelle, ces cas de combustion humaine spontanée, s'expliquaient par l'état d'imbibation alcoolique, particulièrement prononcé des victimes. Une étincelle suffirait alors à les enflammer. Malheureusement, et le Dr Mann le reconnaîtra lui-même, de nombreux autres cas de combustion spontanée, concernent des personnes qui ne buvaient que de l'eau. Pourtant, le rapport du chirurgien Merrill est formel. Pas un meuble de l'appartement n'était endommagé. On retrouvait la chaise sur laquelle elle était assise, intacte, à une 50aine de centimètres. Le corps s'était consumé en moins de 7 heures, bien que rien d'autre que les vêtements n'ait été calciné. Un autre cas en France, dans les années 70, dans une petite maison de ville de quelques étages,
Des locataires remarquant une odeur de fumée préviennent les pompiers. Les secouristes arrivent, forcent la porte et font une macabre découverte. Là, sur le sol, gît une femme à laquelle il manque la partie du bas de son abdomen jusqu'au haut de ses cuisses. Les enquêteurs relèvent aussi une fine couche de suie dans la pièce. Une grosse boîte d'allumettes est retrouvée intacte sur le bord de la cheminée. Mais ce qui intrigue le plus la police, c'est que cette femme semble s'être préparée à sortir. Pourtant, cette femme est connue pour être très discrète et on ne lui connaît aucune relation amoureuse. Ce qui incite les enquêteurs à tenir ces propos, c'est que cette femme est coiffée, maquillée, habillée. On retrouvera même un reste de porte-jartel, des bas nylon qui n'ont même pas été touchés au-delà de la crémation, des chaussures à talons, et personne ne l'avait jamais vue habillée comme cela auparavant. Bienvenue dans la dimension parallèle. Uruf, petit bourg-lorrain proche de Toul. Ginette Kazmierczak mène une vie solitaire, discrète et effacée dans le logement de fonction de son fils, l'instituteur du village. Le soir du 12 mai 1977, elle est seule dans l'appartement car son fils est de sortie. Vers 3 heures du matin, sa voisine de palier se réveille en sursaut. Sa chambre est pleine de fumée. Elle sort et voit de petites flammes qui dévorent le bas de porte d'entrée de Madame Kazmierczak. Elle alerte les pompiers qui, très vite arrivés, se trouvent devant un spectacle d'épouvante. Le corps de Madame Kazmierczak gît carbonisé sur le plancher, contre la porte d'entrée, mais les jambes et le bras droit sont intacts alors que la tête, le tronc et l'abdomen ne sont plus que cendres. Il a fallu une température énorme, 2000 degrés Celsius, pour arriver à ce macabre résultat. Seul le plancher sous le buste de la victime révélera des traces d'incendie. Les murs et le sol sont maculés de suie, rien d'autre n'a brûlé dans l'appartement. Le poêle à mazout et le chauffe-eau sont éteints. Une boîte d'allumettes est intacte sur le rebord de la fenêtre. L'électricité fonctionne correctement, alors, crime, suicide? Ces thèses sont écartées à défaut d'éléments matériels pouvant les étayer. Le parquet de Nancy ouvre une enquête, et charge le capitaine Lorrain d'une expertise. Ce dernier reprend toutes les hypothèses, explosion d'une bombe à aérosol ou d'un gaz, mais l'embrasement du mobilier aurait alors été total, crime, mais la porte de l'appartement était fermée de l'intérieur, foudre, la météo invalidera cette possibilité. L'expert doit admettre qu'il s'agit bien là d'un cas de combustion spontanée. En conséquence, le 18 janvier 1978, le parquet de Nancy prononcera une ordonnance de non-lieu dans cette affaire. Bizarre. Certains faits, très rares, se sont produits en public. En 1938, une jeune fille aurait pris feu, et décéda dans une salle de bal, à Chelmsford en Angleterre. En 1980, une autre jeune Anglaise aurait elle aussi brûlé, mais cette fois-ci, dans une discothèque, à Darlington. J'éviterai le jeu de mots, qui dit qu'elle enflamma le dance floor. Dans certains cas si rares que l'on peut les compter sur les doigts de la main, des personnes auraient survécu à de telles expériences. Comme Jack Angel, qui s'endormit en novembre 1974, et se réveilla 4 jours plus tard, avec la main droite brûlée et noirâtre. Il avait aussi des traces de brûlure sur la poitrine, les jambes et le dos. Mais curieusement, il ne ressentait apparemment aucune douleur. Il s'écroula devant sa caravane, et fut transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où les médecins durent l'amputer de cette main. Les spécialistes déclarèrent qu'il avait comme brûlé de l'intérieur. Fréquence interdite, l'émission Les cas les plus brûlants. À Saint-Pétersbourg, en Floride, une propriétaire apporte un télégramme à la porte de l'appartement d'une de ses locataires, Madame Marie Reiser. Elle cogne 3 fois. Pas de réponse. Elle réitère, toujours rien. Elle essaye d'ouvrir la porte, la poignée semble être chaude. Immédiatement, elle pense à la légère odeur de fumée qu'elle a remarquée un peu plus tôt. Mais l'odeur ayant disparu, elle n'avait pas cru bon de prévenir les pompiers. Toujours sans réponse de sa locataire, la propriétaire se décide à appeler la police. Une fois sur place,
les forces de l'ordre enfoncent la porte d'entrée du logement. Étonnamment, au milieu du salon, un gros fauteuil avait brûlé jusqu'au ressort métallique. Il y avait un peu de suie au plafond et le tapis était brûlé autour du siège. Étrangement, l'incendie semblait être bénin. Rien d'autre n'avait brûlé, mais Madame Reiser semble s'être envolée. En avançant jusqu'au fauteuil, la police découvre alors une série d'éléments incroyables. La tête était bien là, entièrement carbonisée, et réduite à la taille d'une balle de tennis. Les enquêteurs trouvèrent aussi un fragment de la colonne vertébrale, un petit morceau d'un pied portant encore une pantoufle, et un peu de cendre grise autour du fauteuil. Le médecin légiste fut stupéfait de l'étrangeté de cette scène macabre. On fit appel au docteur Wilton Krogman, spécialiste des décès occasionnés par le feu, de l'école de médecine de l'État de Pennsylvanie. C'est un des cas les plus stupéfiants qu'il m'ait été donné de voir, dit-il. Je ne peux pas imaginer une crémation aussi complète sans plus de dommages pour l'environnement proche. Il s'étonna aussi d'une telle réduction d'un crâne humain, même due à une chaleur intense. Généralement, les crânes ont soit anormalement grossi, soit littéralement explosé. La police pensa alors au suicide, à un accident ou à un crime. Même le FBI fut bien en peine d'apporter une explication logique à cette affaire. Et c'est donc la mort accidentelle qui fut retenue. Fréquence interdite, l'émission. Des sapeurs-pompiers de Paris rapportent une intervention peu commune. Des locataires s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles de leurs voisins composent le 18 sur leur cadran téléphonique. Les secouristes arrivent, défoncent la porte et cherchent la personne dans l'appartement. Très rapidement, ils retrouvent le retraité dans les toilettes. La personne est encore assise, légèrement tombée sur le côté. Il semble avoir été exposé à une chaleur vive pendant un très court instant. Les pompiers prononcent le décès de cette personne. Mais n'oublions pas que les excréments humains contiennent de l'hydrogène. Le 19 septembre 1967, à Londres, Angleterre, le pompier Jack Stacey fut appelé pour intervenir sur un incendie dans une maison abandonnée. Quand il arriva sur les lieux, il vit que le bâtiment lui-même ne présentait aucun signe de dégâts causés par le feu. Lorsqu'il pénétra à l'intérieur de la bâtisse, Stacey trouva un corps en train de brûler, celui d'un sans domicile fixe, connu sous le nom de Bailey. À l'agonie, ce dernier avait mordu à pleines dents la rampe de l'escalier. Ce qui indique qu'il était vivant lors du déclenchement de la combustion. Les pompiers durent écarter ses mâchoires à l'aide d'une barre de fer. Il avait une fente d'environ 10 cm au milieu de l'abdomen, se rappelle Stacey. Des flammes en sortaient avec la force d'un chalumeau. Pour tenter, selon ses propres termes, d'éteindre l'incendie à la source, Stacey plaqua directement la lance incendie sur le ventre du pauvre homme. Pour le pompier, il ne faisait aucun doute que les flammes s'étaient déclarées à l'intérieur même du corps de la victime. L'origine du sinistre n'a jamais pu être précisée. Il n'y avait, à proximité, aucun branchement de gaz ou d'électricité, ni même d'allumettes ou autre source de chaleur. Si Bailey avait laissé tomber une cigarette incandescente sur son ventre, cela n'aurait causé aucunement ce genre d'effet. Des expériences menées par la suite démontrèrent que cette théorie ne suffisait pas à expliquer et produire un feu d'une telle puissance. Le soir de Noël 1885, Patrick Rooney, sa femme, et leur domestique John Larson, s'offrirent un verre de whisky dans la cuisine, pour fêter ce jour. Larson alla ensuite se coucher. Le lendemain matin, Larson se réveille avec la migraine. Il descendit dans la cuisine, et découvrit la pièce recouverte d'une pellicule huileuse, et là, sur le sol, gisait Patrick Rooney, mort. Larson prit son cheval, et partit au galop prévenir John, le fils de Rooney, qui habitait non loin de là. Revenus à la ferme, les deux hommes remarquèrent un trou carbonisé près de la table de cuisine. En regardant dans celui-ci,
il découvrira même la terre, en dessous du plancher, un crâne calciné, quelques os brûlés, et un petit tas de cendres. Le médecin légiste jugea que Patrick était mort par asphyxie provoquée par la fumée. Sous le plancher incendié, c'est bien le corps de sa femme qui fut identifié, et qui brûla, causant ainsi l'asphyxie de son mari. Les enquêteurs ne rendirent aucun verdict. Madame Rooney avait péri dans un feu d'une chaleur fantastique, qui ne s'était pas propagé au-delà. Cela dépassait la compréhension des fermiers et de la police du Middle West du XIXe siècle. Fréquences interdites, l'émission, les cas les plus brûlants. Alors maintenant, nous allons passer au dossier de cette émission. Une incroyable affaire qui s'est déroulée dans le Jura, un des cas les plus brûlants. Enquête de frisson. Maintenant, nous allons plonger dans une histoire incroyable qui s'est déroulée de novembre 1995 à février 1996 dans le Jura, et c'est l'affaire des mystérieux feux spontanés de Moiron en montagne. Dans cette petite ville de 2200 habitants, une série de feux inexpliqués va semer la panique parmi la population. Une petite ville de 2200 habitants du Jura, surtout connue pour son industrie du jouet, se trouve confrontée à un phénomène inexpliqué. Pendant cette période, plus d'une douzaine d'incendies d'habitation paraissent se déclarer spontanément. Un incendie aura une conséquence dramatique, un pompier et une résidente y perdront la vie le 20 janvier 1996. Plusieurs des incendies sont apparus le long d'une même rue, et les pompiers sont intrigués par l'absence de signes habituels permettant de déterminer la cause des départs de feu. D'autres caractéristiques s'avèrent surprenantes, les flammes semblent atypiques, de forme et de couleur étranges, progressant par vagues, se propageant vers le plafond comme s'il s'agissait de gaz en combustion. De hautes températures sont évoquées pour expliquer des impacts inattendus sur les vestes en cuir des pompiers, ou sur leur casque en Kevlar prévu pourtant pour être résistant. Dans cet incendie du 20 janvier, les pompiers témoignent de feux semblant passer d'un mur à l'autre. La chaleur de cet incendie semblait être supérieure à 1200 degrés car deux robinets en laiton se retrouvèrent complètement soudés. À la suite de l'incendie aux fatales conséquences, la décision est prise de fermer la rue des Cars où sont apparus plusieurs feux. L'eau paraissant inopérante contre ces feux inhabituels, il est prévu de garder disponible une poudre spéciale pour lutter contre de nouveaux incendies. Si l'eau semble inopérante sur ce genre d'incendie, c'est parce qu'elle s'évapore au contact de cette température incroyable. Un état d'alerte permanent est instauré, permettant aux pompiers d'être sur site dans les 3 minutes suivant un appel. Pour éviter d'augmenter le stress de la population, les pompiers cessent d'utiliser leurs sirènes quand ils sont appelés à intervenir, parfois plusieurs fois par jour et à de brefs intervalles. Outre la mobilisation de la municipalité et des pouvoirs publics, cette situation hors du commun attire l'attention des médias, d'abord au niveau régional puis national. D'importantes ressources d'expertise seront également présentes sur le terrain, en lien notamment avec une ligne à haute tension récemment enfouie. Une ligne à haute tension enfouie pendant l'été 1995, soit quelques 6 mois avant le début de la série d'incendies, une ligne à haute tension de 20 000 volts, est enfouie à environ 20 mètres de la rue des Cars. Cette option technologique est justifiée par le fait que l'industrie locale du jouet requiert un important approvisionnement en énergie électrique. Étrange histoire. Louis se souvient de l'heure, c'était question pour un champion et il n'aime pas rater le début. Un petit quart d'heure plus tard, sa dame lui a demandé s'il ne trouvait pas que ça sentait le brûlé. « Arrête-toi », je lui ai dit, « t'as grillé du pain sur le fourneau. » Mais ça venait de la cave. Le Louis est descendu. À 18h45, dans sa cave voûtée, une couverture, posée sur un vieux poste de télé, brûlait dans une épaisse fumée. Derrière lui,
À 2,86 mètres ont noté les gendarmes. Un sac de ciment à moitié plein achevait de se consumer. Les pompiers ont éteint sans problème, le poste de télé marche toujours, mais Louis Robin, 70 ans, se gratte la tête sous sa casquette. On ne lui enlèvera pas de l'idée qu'il y a quelque chose de bizarre. D'autant que, 2 maisons plus haut et 4 heures plus tôt, un étrange incendie avait détruit 2 chaises de camping dans un cellier, et, le lendemain, un polochon grillait furieusement dans une armoire. Il y a eu 11 mystérieux incendies en tout, dont 9 en 10 jours. Les gendarmes ne croient pas une seconde au pyromane destructeur de polochons, qui serait, de surcroît, assez pointu en chimie. Ils ont seulement remarqué que les incendiés avaient plus ou moins des liens de famille, voire un lointain cousinage, que les incendies ont souvent lieu en fin de semaine, sauf une fois, un jeudi, et toujours l'après-midi. La série a commencé un samedi, le 4 novembre, chez Jean-Pierre Raffin, rue d'Écart, à côté de la gendarmerie. Peu de dégâts, moins encore de conclusions. Elle a mystérieusement repris 2 mois plus tard, le 7 janvier, chez son frère Charles, dans un pavillon sans grâce de la même rue. Le 11, le feu a pris sous un lit chez Raymond Lançon, 2 maisons plus loin. Le lendemain, les chaises de camping de Madeleine Cordier, 82 ans, grillées dans son cellier, en centre-ville. Une solide bâtisse en pierre, où elle est née, où ont vécu son père et son grand-père. Il n'y a pas de fil électrique. Pas de gaz dans ce coin du cellier, explique Madeleine. J'aime autant vous dire qu'on n'a jamais vu ça. Dans la soirée, son voisin Louis Robin appelait les pompiers. Le lendemain, à 2 mètres des chaises de Madeleine, un polochon brûlait dans l'armoire de son beau-frère, Raymond Vouillot. Le même jour, le feu revient à 15h30 chez Jean-Pierre Raffin, à 18h30 chez Raymond Lançon, dans une armoire à linge. À Moiran, on commence à s'agiter. Les feux sont minuscules, mais ça commence à faire. On regarde de travers EDF, qui a enterré il y a peu ses lignes électriques autour du village. EDF jure, sans toujours convaincre, qu'elle n'a rien remarqué d'anormal. Personne n'imagine pourtant que le diable a fait la part du feu. On est dans le Jura, et les pieds sur terre. Samedi dernier, le feu prend à 13h45 chez Jean-Pierre Raffin. Les pompiers n'ont même pas le temps de remballer leur tuyauterie, qu'une armoire à linge s'enflamme au premier. On conseille prudemment à la famille d'aller chercher refuge ailleurs, mais Annie Raffin refuse tout net. À 20h16, le feu reprend, à l'étage, d'une violence incroyable. C'était des flammes ondulantes, explique le maire, d'une couleur inhabituelle, qui courent jusqu'au plafond. La chaleur est intense, puisque 2 robinets en laiton se sont soudés. Les pompiers sèchent, l'eau des lances s'évapore avant de toucher le foyer. Jean-Pierre Raffin parvient à s'échapper de justesse, mais la très forte Annie est coincée à l'étage. Gérard David, pompier volontaire et conseiller municipal, grimpe par une fenêtre et brûle avec elle. La maison est à demi détruite. Ceci reste à la version officielle. Pourtant, à l'époque, les déclarations des pompiers sont tout autres. Un des pompiers qui atteint le lieu de l'incendie, au premier étage, déclare que l'occupante était sur son lit, allongée, et semblait avoir été victime d'une combustion spontanée. Ce qui est incroyable, c'est que ces témoignages vont causer l'éviction de tous les pompiers qui ont participé à cette intervention. La raison en est qu'ils sont des pompiers volontaires et qu'ils ne connaissent donc pas vraiment le feu autant que des professionnels et qu'ils n'ont pas pu juger correctement la progression du feu. Leurs témoignages ne pouvaient donc pas être pris en compte d'après leur hiérarchie. Pour ce qui est de la maison, un important orifice de forme ronde est visible au niveau du toit. Cela peut faire penser que le feu jaillissait sous forme de colonne d'énergie. La nouvelle secoue Moiran. Le maire fait évacuer les pavillons sensibles, et des capteurs sont placés le long du réseau souterrain. Pour l'avoir vécu en direct, je peux vous assurer que EDF ne va pas s'occuper que de la partie souterraine de la ville. Des dizaines de camions techniques et autres postes de commandement sont installés sur place. Jamais auparavant, je n'ai vu un tel déploiement de véhicules techniques. Des capteurs sous forme de plaques de 1 mètre carré reliés à des gros câbles sont aussi installés en surface, sur des murets de pierre, des façades de maisons,
tout ça paraissant complètement surdimensionné. Pour les fans de la série X-Files, tout cela faisait penser à des agents du FBI déguisés en électriciens. Mais là, c'est de la science-fiction, et ici, c'est vraiment la réalité. EDF coupe l'alimentation du quartier et branche un groupe électrogène. Mais les lignes enterrées semblent hors de cause, et le courant vient d'être rétabli. Nous avons quelques difficultés à faire le tour du problème, jubile le maire. La théorie voudrait qu'il se passe quelque chose vendredi, puisque c'est le cas toutes les semaines. Le représentant régional d'EDF confirme que, contrairement aux rumeurs, la série de feux n'est pas liée aux travaux réalisés l'année précédente dans la ville, et que l'enfouissement de la ligne améliore la sécurité tout en préservant l'environnement. Il indique que d'autres causes doivent être explorées, les champs magnétiques ou hautes fréquences associés à la machinerie industrielle locale. Les hautes fréquences émises par une source proche de Moiran ou dans la ville, pourraient produire un arc électrique avec les structures métalliques des maisons. Les hautes fréquences étant hors du domaine d'EDF, il est fait appel à TDF pour réaliser les mesures. Ce qui incite les autorités à faire appel à différents organismes techniques nationaux, c'est la tournure inexplicable que prennent les événements. Dans les sous-sols et garages de certaines maisons situées à la périphérie proche de la ville, des faits incompréhensibles se produisent. Un témoin explique comment une armoire métallique placée dans son garage se retrouva comme forcée de l'intérieur, les portes étant bombées vers l'intérieur du garage, et tous les pots et bombes de peinture y étant entreposés ont éclaté sous l'effet d'un phénomène incroyable. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les voisins des maisons adjacentes rapportent les mêmes propos. Tout ceci donne l'impression qu'une forme d'énergie est passée de garage en garage et de sous-sol en sous-sol. Le maire déclare qu'une approche scientifique et raisonnable est nécessaire, qu'il convient de rester ouvert à toutes les hypothèses et à toutes les compétences. Avec TDF, plusieurs organisations publiques sont sollicitées pour fournir des experts, France Télécom, le CNET, le CEA. L'hypothèse de matière radioactive sera rapidement éliminée, l'Institut de physique du globe de Strasbourg, pour rechercher des signes d'activité sismique, l'ADRIR, qui inspectera la machinerie industrielle. Un chercheur du CNRS, Jean-Martin Meunier, chargé de mission mais en froid avec l'institution, vient de son propre chef pour vérifier sa théorie selon laquelle les feux seraient dus à de l'hydrogène ionisé libéré par des failles en mouvement. D'autres hypothèses sont produites également, des gaz provenant des marais, des souris grignotant les câbles électriques, des revenants, victimes d'un peloton d'exécution lors de la Deuxième Guerre mondiale, ou morts lors de la guerre de 30 ans. Refusant la venue d'un exorciste, le prêtre de la ville déclare faire confiance à la science pour trouver les explications. Une enquête judiciaire est ouverte pour rechercher les causes de la mort des 2 victimes de l'incendie du 20 janvier. S'appuyant sur l'absence de traces de magnésium ou d'un autre accélérateur, les experts concluent que l'incendie n'est pas d'origine criminelle. Tout ce déballage de technologie n'empêchera pas le déroulement de nouveaux départs de feu complètement incompréhensibles. Dans la fin du mois de janvier, 2 femmes se rencontrent dans la rue. L'une arrête son landau contre le trottoir et le bloque avec le frein. Elle prend son enfant dans ses bras et vient discuter avec son ami sur ce même trottoir. À la grande surprise de ces 2 femmes, le landau prend feu et se met à dévaler cette rue peu pentue sans que personne ni quelque chose ne lui donnât une impulsion. Quant aux gendarmes, ils s'en tiennent à leur domaine d'expertise et, ayant poursuivi leur enquête, l'arrestation du pyromane responsable des incendies est annoncée le 6 février. Les gendarmes vont expliquer comment, petit à petit, ils vont resserrer leur investigation autour du fameux Pascal R. En vérité, ce qui va mettre les gendarmes sur la piste du présumé coupable, c'est un des incendies les plus étranges, non pas par un incroyable embrasement, mais par le déroulement des événements. Une jeune femme entre dans un hall d'une petite maison de ville,
faisant 2 à 3 étages. Elle parque son landau au bord de l'escalier, prend son enfant dans ses bras et commence à gravir les marches qui le mènent à l'étage du dessus. Soudain, elle entend la porte du hall qui s'ouvre. Elle voit le fameux Pascal R entrer, se diriger vers son landau et y mettre le feu. Elle le signale et c'est à partir de ce moment-là et seulement là que Pascal R est arrêté. Mais rappelez-vous, au début de l'affaire, les gendarmes l'avaient déjà suspecté. Mais d'après leur dire, cette personne était incapable de produire des départs de feu retardés. Il lui aurait fallu alors avoir énormément de connaissances en chimie et son avocat le dit lui-même, il n'est pas équipé intellectuellement pour ce genre de choses. Après en avoir parlé pendant 1 mois, la presse nationale se désintéresse de cette affaire. Le temps passe et quelques mois après, la télévision annonce le procès. Étonnamment, c'est la première fois que la justice fait preuve d'une telle rapidité. Une seule image en sera diffusée où l'on voit Pascal R entre 2 gendarmes assis dans le box des accusés. En arrière-plan sont visibles les boiseries vernies de la salle d'audience. C'est la seule et unique image qui sera diffusée. 1 an passe et en automne 97, le procès de Pascal R est annoncé. Le procès, si celui-ci est le procès officiel, qu'il était donc la précédente audience à laquelle participa le présumé coupable. Incroyable. Là encore, la seule image disponible de ce procès est exactement la même que précédemment. Ce n'est pas une copie, ce n'est pas une reconstitution, mais tout simplement exactement la même petite scène filmée la dernière fois. Et là encore, aucune autre vue de la préparation ou de l'ouverture de ce procès, aucune interview des avocats, ni de séquences filmées dans la salle des pas perdus, et encore moins d'image générale du tribunal. L'avocat, lui aussi, s'est montré simple dans ses propos pour un client, que les experts ont qualifié de pauvre intellectuellement et affectivement. Pascal Raffin ne cherche pas la compassion, il ne sait même pas ce que c'est. C'est un homme inachevé. Le coupable, entre guillemets, restera silencieux devant les experts en psychiatrie, ainsi que pendant le procès, pendant les 3 jours d'audience. Pascal Raffin muet durant l'instruction, comme devant les psychiatres qui l'ont examiné d'enfin lâcher un début d'explication à ses actes. J'étais pris d'un désir de mettre le feu et chaque fois je partais pour ça. Sans surprise, Jean-Pierre Buffard s'en est pris, comme d'autres, à la presse, taxé d'avoir dit tout et n'importe quoi à l'époque où les feux de Moirans passaient pour avoir des causes mystérieuses, voire paranormales. Les médias, le cinéma, le remue-ménage qu'il y a eu, les pompiers, les secours, les gyrophares, les photographes. Croyez-vous que cela a laissé Pascal Raffin indifférent ? Pour ajouter au trouble, un expert est venu jeudi à la barre expliquer qu'une fuite de gaz due au cordon de raccordement complètement cuit était à l'origine de l'embrasement violent de la maison d'Annie Raffin, qui avait d'ailleurs surpris tout le monde. C'est cette même période que les pompiers limogés choisissent pour mener une petite rébellion. Ils ont bien l'intention de laver cet affront et réitèrent leur témoignage sur ce feu incroyable et incompréhensible. Comme réponse, pendant une interview télévisée, un gradé des pompiers persiste et signe en réitérant le fait qu'ils n'étaient que des pompiers bénévoles et qu'ils n'avaient pas le savoir technique des pompiers professionnels. Ce qui est troublant pendant cette interview, c'est que ce gradé semble quand même avoir de la compassion pour les pompiers de Moirans, comme s'il voulait excuser ses propos. Rappelons qu'une grande partie des pompiers français sont des pompiers bénévoles. Pascal Raffin a été reconnu coupable des incendies mystérieux. La cour d'assises du Jura vient de le condamner à 12 ans de réclusion criminelle, l'avocat général en avait requis 15. La cour et les jurés l'ont reconnu coupable d'avoir causé, le 20 janvier 1996, la mort de sa tante Annie Raffin et de Gérard David, le pompier qui tentait de la secourir. Alors, si cette personne était incapable de créer des incendies complexes, et si l'incroyable feu ayant détruit la maison et emporté 2 vies n'est pas d'origine criminelle selon les spécialistes, pourquoi Pascal R a-t-il été condamné à 12 ans de réclusion criminelle ? Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une information est passée complètement inaperçue. Et pour cause, d'autres faits n'ont pas eu lieu à Moirans en montagne. Les cas les plus brûlants. Au début de l'année 1996, dans une petite ville située à peu près à 200 km de Moirans, une affaire qui pourrait compléter celle du Jura commence à se dessiner. Dans une petite maison de plain pied, le matin,
Une femme descend dans son sous-sol pour y déposer du linge. Au bout de quelques instants, elle s'aperçoit qu'il fait anormalement chaud dans cette partie du sous-sol, à l'emplacement du garage. En cherchant cette source de chaleur, elle s'aperçoit que la température est anormalement élevée sur tout le niveau. Alors elle s'accroupit et pose la main au sol. À son grand étonnement, la dalle en ciment est chaude et de plus en plus chaude. Elle appelle les pompiers qui arrivent avec les gendarmes. La presse s'en mêle et investit tout le périmètre autour du pavillon. Les forces de l'ordre les font reculer à plus de 100 mètres. Les caméramans de télévision zooment sur la petite maison pour essayer de déceler la plus petite information. Les services techniques de la gendarmerie décident alors de procéder à plusieurs carottages de la chape en ciment devenue très très chaude. Des gendarmes ont treillis, percent la couche de béton et y introduisent des pinces de carottage. Sous l'œil médusé des caméras de télévision, un gendarme en treillis sort du garage, maintenant fermement une pince de carottage. La carotte de terre est déposée au sol et, fait incroyable, elle dégage une fumée intense. À l'époque, sur FR3, le reportage s'arrête ainsi, plus aucune nouvelle concernant cette histoire ne sera diffusée. Maintenant, vous allez prendre connaissance d'une affaire qui a eu lieu en mai 2015 à Cuques, dans le Pas-de-Calais, dans une station-service, et écoutez bien jusqu'au bout pour découvrir les étranges similitudes avec l'histoire de Moiran. Nous tenons à remercier les témoins, Les sources presse. ainsi que les enquêteurs. Réalisation, Effector Studio. Cuques, Pas-de-Calais. Dimanche dernier, vers 18h. Journal, La Voix du Nord, le 26 mai 2015. Un mystérieux phénomène à la station-service. C'est un mystère. De très étranges phénomènes sont venus perturber la soirée du gérant d'une station Total, dimanche soir, à Cuques dans le Pas-de-Calais. Vers 18h, la journée touchait à sa fin pour le gérant de la station Total, avenue de l'Aéroport. Ça a commencé par le téléphone, puis l'informatique des pompes, explique le commerçant. Tout a cessé de fonctionner d'un seul coup. Ensuite la caisse est tombée toute seule par terre. La télévision a explosé. Les bouchons de toutes les bouteilles d'huile et de liquide de refroidissement de la station ont sauté, poursuit le gérant. Mardi matin, il était toujours sous le coup de l'émotion. J'étais là, j'ai tout vu, et je n'arrive pourtant pas à y croire. C'était comme à la télé. Il y en avait partout, lâche l'homme abasourdi. Bien entendu, les services de secours ont été appelés sur place. Les faits ont été confirmés par les pompiers du Pas-de-Calais, ils ne peuvent expliquer ce phénomène. Tous les relevés sont négatifs. Au contraire d'un incendie, dont on trouve généralement l'origine assez vite, ici, aucune cause n'a été établie quant à l'origine du sinistre, explique le responsable du Code 10, Centre opérationnel d'incendie et de secours. Les relevés d'usage ont pourtant été effectués, explosimétrie, gaz, là encore, chou blanc. Côté gendarmerie, l'état-major, au courant du dossier, avoue faire face à un phénomène bizarre et complètement inexpliqué. Les militaires ont aussi effectué des constatations sur place, notamment des relevés d'empreintes. Une enquête a, par ailleurs, été ouverte. Dimanche soir, après les faits, le gérant et ses employés ont déplacé tout ce qui n'avait pas été touché. Le lundi matin, ça avait recommencé. Même les bouchons des bouteilles de vin et des bidons d'huile restants, qui avaient été entreposés dans le garage la veille au soir, avaient sauté. Tout était par terre, glisse-t-il, dépité. On a d'abord cru à une blague, mais ça ne peut pas être l'œuvre d'une personne, déclare formellement le gérant. 3 fois de suite, la caisse est tombée toute seule par terre alors que j'avais le dos tourné. Ce mardi, la station était toujours fermée aux clients. 6 pompiers ont passé leur lundi complet, à nous aider à nettoyer et il reste encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui, affirme le gérant de la station. En 43 ans, le commerçant avoue n'avoir jamais rien vécu de semblable.
l'exorciste, tous ces trucs-là, je n'y crois pas du tout. Ça n'existe pas, martèle-t-il, tout en concédant ne pas comprendre ce qui lui est arrivé. Mais quelques jours après, à quelques kilomètres de là, les phénomènes se reproduisirent dans une autre station-service. 2 mois auparavant, le centre du Poulpe, point d'observation ufologique libre et phénomène énigmatique de Paris-Est, reçoit 2 informations. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, un vieil homme est retrouvé mort chez lui, victime d'une combustion humaine spontanée. Après cela, dans les semaines qui suivirent, un tremblement de terre eut lieu dans le sud de l'Angleterre. Ce petit séisme fut ressenti jusqu'en France, dans le Pas-de-Calais. Depuis mai 2015, plus aucune nouvelle ou information que ce soit sur cette mystérieuse affaire. Nous tenons à remercier les témoins, ainsi que les enquêteurs. Réalisation, Effector Studio. Fréquence interdite, l'émission. Déplacement spatio-temporel programmé. Les masques de l'histoire. Hanté ou non, une petite maison si tranquille. Enfin voilà, bon, disons qu'il faut quand même un peu se méfier. Pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de, je dirais, faire un petit jeu de mots, derrière chaque maison hantée, charlatan. Oh, elle est bonne, hein. Vous pourriez applaudir quand même, non, mais quand même. Ah oui. Ah, voilà, oui, merci. Charlatan. Parce que bon, on a quand même des cas où, je me rappelle un cas dans les années 90 où c'est une petite mémé qui a une maison, voilà, c'est sa maison, et elle compte bien finir ses jours dedans. Et à un moment donné, des feux commencent à prendre un peu partout. Mais des feux complètement inexplicables. Dans sa cuisine, enfin, vous savez, c'est les anciennes, un peu anciennes maisons où il y a pas vraiment de différence entre la cuisine et et la salle à manger, quoi. Donc, il y a une grande table, etc. Bon. Et, il y a des petits feux comme ça qui prennent à droite à gauche. Donc, elle appelle les gendarmes, hein, parce que bon, elle commence un peu à flipper, donc les gendarmes viennent, ils font une enquête, ils font des relevés aux endroits où ça a pris feu. Et puis bon, bien sûr, comme d'habitude, ils ne disent pas leur résultat tout de suite. Et en fin de compte, bon, ce qu'ils font, hein, c'est le meilleur moyen, c'est de voir ce qui se passe. Donc, et, sans dire qu'ils sont là, bien sûr, ils vont rester à proximité de la maison et ils vont surveiller. Donc ils surveillent, et puis avec leurs jumelles, et puis à un moment donné, ils vont s'apercevoir que il y a une espèce d'armoire, je crois, dans ces grandes pièces. Ils voient la porte de l'armoire qui s'ouvre comme ça, tout doucement, et ils pensent voir un jet de quelque chose qui sort. Et hop, ça s'enflamme. Alors tout de suite, bien sûr, les gendarmes interviennent. Ah bah la mamie qui dit, écoutez, ça vient exactement de se produire, vous arrivez bien. Et ils disent, oui, justement, madame, on sait. Alors il y a des gendarmes qui sont aussi placés à l'autre entrée de la maison, à la sortie arrière, quoi. Et en fin de compte, ils se dirigent vers l'armoire, et ils ouvrent l'armoire, et qu'est-ce qu'ils trouvent dedans? Le neveu de cette femme, qui en fin de compte, alors lui-même, je crois aussi avait un peu, je crois qu'il était aussi intervenu quand les gendarmes sont venus la première fois, en disant, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe, tout ça, quoi. Et en fin de compte, il avait une espèce de burette de flotte. Et donc je crois que s'il y a des chimistes dans le coin, ils nous assureront si c'est vraiment ça, mais je crois qu'avec du magnésium ou une sorte de magnésium, quand tu envoies de l'eau dessus, ça s'enflamme. Alors ce qu'il faisait, c'est qu'il ouvrait légèrement la porte, quand la mamie elle avait le dos tourné, hop, il envoyait un petit jet d'eau, et ça se mettait à s'enflammer. Et donc la mamie prenait peur, quoi. Et donc voilà, il faisait ça parce que tout simplement, il aurait bien aimé que la mamie elle aille en maison de retraite, voilà, pour récupérer la maison. Alors du coup voilà, ils ont passé des bracelets, et puis monsieur était faire un petit tour en prison, quoi. Bien sûr, non, tout n'est pas arnaque, mais surtout par les temps qui courent, il faut un peu se préserver de toutes ces choses-là, quoi. Donc il faut plutôt les regarder à deux fois, quoi.
Comme on dit en anglais, be careful. Et si on allait faire un petit tour du côté de la Sicile, tiens, on va à Caneto. Étranges histoires brûlantes. Étranges incendies en Sicile. En 2004, commence le calvaire des habitants du petit village de Caneto di Caronia, en Sicile. Cet endroit va être victime d'une série d'incendies inexpliqués, détruisant des appareils électriques. Les 3000 habitants de ce petit village se sont trouvés impuissants face à l'ampleur de ce phénomène, qui débute en janvier 2004. 180 appareils électriques vont s'enflammer tout au long de cette affaire, de façon spontanée, et sans raison apparente. Tout commence par l'embrasement de certains appareils électroménagers. Au départ, des électriciens sont appelés pour essayer de résoudre le problème. Les techniciens constatent que même en débranchant ces appareils, ils finissent quand même par s'enflammer. Les électriciens vont même jusqu'à dénuder les cordons d'alimentation pour en séparer les câbles. Mais ils doivent se rendre à l'évidence, la manipulation n'a aucun effet. Les embrasements spontanés perdurent. Des fermetures centralisées de voitures s'activent et se désactivent toutes seules. Les GPS, eux aussi, semblent être impactés. Pensant qu'il s'agit d'une surtension sur la ligne électrique, la compagnie d'électricité coupe le réseau qui alimente le village de Caneto. Les phénomènes demeurant, une nouvelle hypothèse est élaborée. Les incendies pourraient être causés par le chemin de fer qui passe à proximité. À la demande du maire de la commune, les habitants sont évacués. Les forces de l'ordre vont ainsi pouvoir rechercher d'éventuelles supercheries. Mais là encore, ils ne découvrent rien de suspect. Alors que les habitants sont loin du village, d'autres feux se déclarent, toujours sans raison apparente. Des experts de la protection civile, de l'environnement, des télécoms et des chemins de fer, sont dépêchés sur place, ainsi que 2 professeurs spécialisés en électrostatique et en chimie, qui pourront peut-être apporter une explication logique. Des chercheurs de tout horizon, accourent pour résoudre l'énigme de Caneto, mais à leur tour, comme leurs confrères italiens, ils n'arrivent pas à déterminer la source du problème. Cette petite communauté villageoise, ainsi que toute la Sicile d'ailleurs, étant très croyante, l'Église décide elle aussi, d'envoyer quelques-uns de ses émissaires. Les habitants sont alors évacués à plusieurs reprises, dans le but de réaliser de nouvelles mesures scientifiques. Les mois passent, et les phénomènes semblent avoir disparu. Quand tout à coup, les habitants constatent des fuites d'eau, au niveau des raccordements de l'alimentation domestique, et les feux reprennent. Un habitant va même jusqu'à déclarer qu'un miroir de salle de bain s'est embrasé à 3 reprises en 35 heures. Autre bizarrerie, un champ entier d'aubergines adopte des couleurs étranges, rendant ainsi les légumes invendables. En 2005, Silvio Berlusconi crée un groupe de travail autour de ces phénomènes. Il réunit alors des experts, des carabiniers, des membres de l'armée de l'air, de la marine, des agents de la protection civile, ainsi qu'un chercheur de la NASA. Pendant ce temps, les événements inexpliqués se multiplient. L'enquête menée par le groupe de travail est étendue à 309 phénomènes, localisés le long du littoral de la mer Tyrrhénienne, ainsi que dans le canal de Sicile. Ils rendent un rapport édifiant, qui conclut: les incidents de Caneto di Caronia pourraient être des tentatives d'engagement militaire entre des forces non conventionnelles, ou un test non agressif, visant à l'étude des comportements et des réactions humaines, dans une zone faiblement habitée choisie au hasard. Il semble que le petit village italien ait été victime de phénomènes électromagnétiques artificiels, capables de générer une grande puissance concentrée. C'est ce que déclare Francesco Mantonio Venrando, coordinateur régional du comité de la protection civile, et responsable du groupe de travail. Des capteurs ont donc été placés au fond de la mer, à la recherche de la source de ces phénomènes,
même si les impulsions magnétiques étaient de trop courte durée, pour permettre l'obtention de résultats probants. Quelques années après, des habitants racontèrent que pendant cette période, ils croyaient avoir observé des objets inconnus dans le ciel sicilien. Fait inexpliqué? Expérience militaire? Nul ne sait à ce jour ce qui s'est produit, aux abords de la mer de Tyrrhénie. Nous tenons à remercier les témoins, Les sources presse. ainsi que les enquêteurs. Réalisation, Effector Studio. Étranges histoires. Rêve de feu. Rêve prémonitoire observé par le célèbre criminologue italien Cesare Lombroso. En 1888, Lombroso reçoit une lettre du professeur Giuseppe Sancti où il lui dit « Je me trouvais à Rome sans ma famille ou resté à la campagne. La maison ayant été cambriolée l'année précédente, mon frère venait y coucher. Un soir, il m'annonce qu'il y va au théâtre Constanzi. Rentré seul, je me couche et je me mets à lire. Mais soudain, je me sens pris d'une sorte d'épouvante. Je vois le théâtre où se trouve mon frère, en feu. J'essaye de me raisonner, de réagir, mais la pensée que mon frère est en péril m'obsède. Je finis par éteindre la lumière, mais de plus en plus angoissé, je rallume et me rhabille, décidé à attendre le retour de mon frère debout. À 00h30, j'entends ouvrir la porte, et voici mon frère qui apparaît tout retourné, me racontant la panique causée parmi les spectateurs par un début d'incendie. L'événement avait exactement coïncidé avec le commencement de mon inquiétude. Bienvenue dans la dimension parallèle. Antenna. Waves Radio. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les programmes vous ont plu. Restez zen, restez smile, restez positif. Et n'oubliez pas que tout est relatif. Restez en fréquence. Antenna. Votre radio.